Bonjour, on continue le chapitre 4 et on définit maintenant les endomorphismes symétriques. Donc, si f est dans LE, donc f est une forme linéaire de E dans E, c'est un endomorphisme, elle est dite symétrique si pour tout xy dans E, f de xy égale x f de y. Donc je rappelle, l'endomorphisme orthogonal était un endomorphisme qui conserve le produit scalaire. Là, il y a un élément de symétrie, c'est dire que il est symétrique si f de x scalaire y est égal au produit scalaire de x avec f de y. Donc l'image de x scalaire y égale à x scalaire l'image de y. Par exemple, la projection orthogonale ou bien la symétrie orthogonale sont toutes les deux des endomorphismes symétriques. Et ça, on l'a déjà vérifié dans la partie où on a parlé de la projection et de la symétrie. Donc on note S de E, l'ensemble de tous les endomorphismes symétriques de E. Donc elle est notée S de E. S de E, il a la structure d'un espace vectoriel sur R pour l'addition et la multiplication par des scalaires pour les endomorphismes. Donc la somme de deux endomorphismes symétriques est un endomorphisme symétrique et le produit d'un endomorphisme symétrique par un scalaire est un endomorphisme symétrique. Et ceci, c'est facile à vérifier, ça provient des propriétés du produit scalaire. Parce que si on remplace f par lambda f, on peut mettre le lambda f du côté de y et le produit scalaire va rester le même. Parce que le produit scalaire lui-même, il est linéaire. On peut aussi vérifier de la même manière comme on l'a fait dans la partie des endomorphismes orthogonaux, donc c'est une démonstration similaire. On peut vérifier qu'on a l'équivalence entre f endomorphisme symétrique et A, où A est la matrice de f dans une base orthonormale. Donc A appartient à Sn de R, où Sn de R c'est l'ensemble des matrices symétriques d'ordre n de R. Donc on a l'équivalence entre A matrice symétrique et f endomorphisme symétrique. Donc si f est un endomorphisme symétrique, sa matrice associée elle est symétrique et inversement. Comme conséquence évidemment, on a si B est une base orthonormale, alors l'application psi qui a tout endomorphisme symétrique fait correspondre à sa matrice symétrique. Sa matrice symétrique associée est un isomorphisme, donc c'est une bijection. Donc à tout endomorphisme existe une et une seule matrice et vice versa, symétrique évidemment. Aussi, comme conséquence, on a la dimension de S de E, puisqu'on a l'isomorphisme, elle est égale à la dimension de Sn de R. Et la dimension de Sn de R, c'est quoi la dimension d'une matrice symétrique d'ordre n? En fait, la matrice symétrique, elle est comme ça. On a A ici, A11, A12, etc. Là, on a A22, etc. Et les éléments qui sont ici peuvent être déduits des éléments qui sont en haut. Donc, vraiment, les éléments libres, c'est les éléments de la diagonale et par-dessus la diagonale. Donc, on a 1, plus 2, plus 3, plus etc. jusqu'à n. Donc, c'est 1, plus 2, plus etc. jusqu'à n. Ça, ce sont les éléments qui sont vraiment libres. Du coup, cette somme, elle fait n plus 1 divisé par 2. Et donc, ça, c'est la dimension de l'espace des matrices symétriques d'ordre n. Donc, la dimension de S de E, c'est bien n plus 1 sur 2. Maintenant, si on définit une application θ qui va de S de E dans BS de E, qui est l'espace des formes bilinéaires symétriques définies sur E. Donc, si on définit cette application comme étant θ de f égale phi, avec phi une forme bilinéaire symétrique, donc qui à xy fait correspondre le produit scalaire de f de x et y. Donc, à tout f, on fait correspondre la forme bilinéaire symétrique phi, telle que phi de xy, c'est f de xy, donc c'est bien égal à x f de y, évidemment. Alors, ce phi-là, c'est un isomorphisme. C'est une bijection parce qu'à toute forme ou bien à toute application symétrique correspond à un seul phi et vice-versa. Donc, on a un isomorphisme d'espace vectoriel. Et donc, de plus, on a si B est une base orthonormale de E, alors la matrice de phi dans la base B, ce n'est autre que la matrice de f dans la base B. Donc, en fait, si A est la matrice de f dans la base B, A étant symétrique, on a T de A égale A. Et donc, phi de xy qui est égal à f de xy, c'est bien égal à t de ax fois y. Donc c'est transposé de x transposé de a par y. Et la transposée de a ici, ce n'est autre que a parce que a est symétrique. Donc on obtient t de x à y. Du coup, la matrice a ici,
c'est bien la matrice associée à la forme binaire phi d'après l'écriture phi de xy égale t de x à y. Et donc c'est la matrice associée à phi qui est unique. Donc MFB, ce n'est autre que la matrice de phi dans la base B. Donc finalement, on a l'isomorphisme entre S de E et Sn de R d'une part, et entre Sn de R et B, S de E de l'autre part. Maintenant, on peut aussi affirmer que si A appartient à Sn de R, c'est une matrice symétrique, alors, et P une matrice orthogonale, alors A' égale P moins 1 AP est une matrice symétrique. Parce que si on fait la transposée de ce qui est là, ça donne quoi? Ça donne T de P, T de A, T de P moins 1, n'est-ce pas? Mais T de P moins 1, c'est P, et T de P, c'est P moins 1, et la transposée de A, c'est A, donc on revient là où on était. D'accord? Donc, A' égale P moins 1 AP, c'est une matrice symétrique. Maintenant, démontrons la proposition suivante. Si on a F et G deux endomorphismes symétriques, alors, déjà on a F rongé et symétrique est équivalent à F rongé égale G rond F. Ensuite, pour tout F appartenant à S de E, FK appartient à S de E. FK est symétrique. FK, c'est F rond F, K fois. Et si F appartient à GL de E, donc elle est bijective, donc F-1 existe. Donc pour tout cas dans Z cette fois-ci, là c'était dans N. Pour tout cas dans Z, FK appartient à S de E. Donc F-5, disons, c'est défini comme étant F-1, rond F-1, rond F-1, rond F-1, rond F-1, donc 5 fois. D'accord? Donc, ça aussi, c'est un endomorphisme symétrique. Maintenant, pour démontrer ceci, ce n'est pas très difficile. En fait, pour le premier point, F rongé est symétrique veut dire que F rongé de X scalaire Y égale X scalaire F rongé de Y. Maintenant, F rongé de X, c'est quoi? C'est F de G de X. Et F rongé de Y de l'autre côté, c'est F de G de Y. Donc, il suffit d'utiliser maintenant le caractère de la symétrie pour trouver le résultat. En fait, puisque de ce côté-là, on a F de G de X, donc on peut ramener le F du côté de Y parce que F est symétrique. Donc, F de G de X, Y sera G de X, F de Y. Et de l'autre côté, on la garde. On garde X, F de G de Y. On continue à faire la même chose de ce côté. Donc, on écrit maintenant X, G de F, Y parce que G aussi est symétrique. Donc, X, G de F, Y égale X scalaire F de G de Y. Du coup, ce qui fait que G rond F ici égale F rond G. Et tout ce qu'on a fait est équivalent. Donc, on peut aller dans les deux sens pour démontrer l'équivalence. Maintenant, si on fait une récurrence sur ce résultat-là, on peut démontrer que ceci est vrai, même pour FK. Donc, F rond F rond F rond F, etc. On fait une récurrence pour obtenir le résultat du deuxième point. Maintenant, pour le troisième point, si on peut démontrer que F-1 est symétrique, donc on peut appliquer le premier et le deuxième point sur F-1 et on a le résultat. Donc, il suffit de démontrer que F-1 est symétrique. Et pour démontrer que F-1 est symétrique, on prend X F-1 de Y étant égal à F de F-1 de X scalaire F-1 de Y, parce que F de F-1 ici, c'est l'identité. Et donc, c'est le produit scalaire de F-1 de X, F de F-1 de Y, parce que le F, lui, il est symétrique. Et ce qui va donner une identité ici, donc c'est F-1 de XY, et alors, ayant cette égalité entre ces deux termes, on a que F-1 est symétrique, et on peut appliquer le premier point et le second point pour F-1 pour obtenir le troisième point. On va donner maintenant trois résultats qui nous permettent d'arriver au théorème, ce qu'on appelle le théorème fondamental. Le premier résultat, il dit que si F est un endomorphisme symétrique, alors les espaces propres de F sont 2 à 2 orthogonaux. Donc si on prend un élément dans un premier espace propre et un deuxième élément dans un second espace propre, le produit scalaire de ces deux éléments va être égal à 0. Le deuxième résultat, il dit que si F est un endomorphisme symétrique et grand F est un sous-espace vectoriel de E, alors F est stable par petit f et équivalent à F orthogonal est stable par F. Donc l'image d'un élément dans un sous-espace vectoriel de E
reste dans ce sous-espace vectoriel, ceci est équivalent au fait que l'image d'un élément dans l'orthogonale de f reste dans l'orthogonale de f. Et le troisième théorème, il dit que les valeurs propres d'une matrice réelle symétrique appartiennent à f. Donc, si on a une matrice réelle symétrique, évidemment, ça signifie qu'on a un endomorphisme symétrique parce qu'on a l'équivalence entre l'existence d'un endomorphisme et sa matrice réelle symétrique. Donc, si on a une matrice réelle symétrique, alors évidemment, ces valeurs propres seront dans R. Donc, voici les trois résultats qui vont introduire le théorème fondamental. Donc, avant de passer au théorème fondamental, on peut regarder rapidement les démonstrations de Delem. Dans le premier, si on prend deux valeurs propres du spectre, avec deux espaces propres, alors E de lambda et E de mu, et ensuite on prend deux éléments dans ces deux espaces propres, alors puisqu'on a x appartient à E lambda f, donc évidemment f de x égale lambda x. Et pareil, f de y égale mu fois y. Donc, si f appartient à S de E, un endomorphisme symétrique, donc le produit scalaire f de x par y est égal au produit scalaire x par f de y. Et donc, on remplace f de x par lambda x et f de y par mu y, et on fait sortir le lambda et le mu dehors parce que les produits scalaires sont symétriques, sont linéaires. Donc, on va avoir que lambda moins mu fois le produit scalaire est égal à 0. Et donc, puisque lambda et mu sont différents, parce qu'on a deux espaces propres distincts, alors c'est le produit scalaire qui est égal à 0, et donc x et y sont orthogonaux, donc les espaces propres sont orthogonaux. Ensuite, pour le second lemme, pour démontrer, disons, la première implication, si on prend un élément x dans l'orthogonale de f pour n'importe quel élément, et si on prend un élément dans f, alors le produit scalaire de f de x par y est égal déjà à x f de y à cause de la symétrie de f, et c'est égal à 0 parce que y est dans f, ça signifie que f de y appartient aussi à f parce que f est stable par petit f. Donc là, on a un élément dans f, et là, on a un élément dans l'orthogonale de f, donc le produit scalaire devient 0. Et donc, puisque f de x par y égale à 0, pour tout y et pour tout x, donc f de x appartient forcément à l'orthogonale de f. Et donc f orthogonale est stable par petit f. Et on peut faire la même chose dans le sens inverse. On arrive maintenant au théorème fondamental et ses corollaires. Donc déjà, soit f appartient à S de E, alors il existe une base orthonormale de E formée par des vecteurs propres de f. Ce qui fait que f est diagonalisable. Alors, tout endomorphisme symétrique est diagonalisable, et toute matrice réelle symétrique, elle est diagonalisable. Et c'est ça le premier corollaire qui est le plus intéressant, c'est dire que toute matrice réelle symétrique, alors, respectivement, tout endomorphisme symétrique est diagonalisable. En fait, si A est symétrique, B une base orthonormale de E, F appartient à L de E avec A étant la matrice associée à F, donc F c'est l'endomorphisme associé à la matrice A. Donc F est forcément symétrique et par le théorème fondamental, F est diagonalisable, donc du coup A est diagonalisable aussi. Encore plus intéressant, le corollaire 2, il dit que toute matrice réelle symétrique est pas seulement diagonalisable, mais elle est diagonalisable dans un groupe orthogonal, ce qui fait que pour toute matrice asymétrique d'ordre n, il existe une matrice diagonale, oui, on est d'accord, elle est diagonalisable, mais la matrice de passage, c'est une matrice qui est orthogonale, donc c'est un passage entre une base orthonormale et une base orthonormale. En fait, si on prend A, une matrice symétrique Sn de R, F en endomorphisme de Rn, tel que A égale MFB0, donc F c'est l'endomorphisme associé à A dans une base B0, la base canonique de Rn. Donc, par le théorème fondamental, il existe une base orthonormale B formée de vecteurs propres de F. Et donc, si on prend D comme étant la matrice de F dans cette base, alors forcément P est orthogonal d'après ce qu'on a fait dans la section, dans le paragraphe précédent du chapitre. Donc, P sera orthogonal puisque B et B0 sont orthonormales. Et D, forcément, elle sera diagonale parce que B, ce sont des vecteurs propres. Et du coup, A
est diagonalisable avec A égale P D transposé de P qui est égal à P moins 1. Et les termes diagonaux de D ne sont que les valeurs propres de A. Pour mieux comprendre, faisons cet exemple. Donc, si on prend A, une matrice, on souhaite la diagonaliser dans le groupe orthogonal, donc trouver la base orthonormale des vecteurs propres. Donc, on a déjà T de A égale A, donc elle est symétrique, donc A est diagonalisable dans le groupe orthogonal d'après le théorème et les corollaires. Et donc, les valeurs propres de A, si on les calcule de manière traditionnelle, ce sont 0, 1 et 2. Et donc, la base orthonormale formée par les vecteurs propres, c'est V1, V2, V3 donnés comme ceci. Et donc, si on écrit la matrice de passage, elle est donnée comme ceci, et on peut vérifier que P-1, c'est bien la transposée de P. Et la matrice D sera égale à la matrice donnée par les valeurs propres. Et on peut vérifier aussi alors que A est égal à P, D transposé de P. Avant d'appliquer ceci pour les formes quadratiques, donnons le résultat suivant. Donc, si on affine une forme bilinéaire symétrique sur un espace euclidien E, donc euclidien E, donc il y a un produit scalaire qui est défini là-dedans. Donc, il existe une base de E qui est en même temps orthonormale pour le produit scalaire et orthogonale par rapport à phi. En fait, si phi est une forme bilinéaire, donc il existe un unique f, une application symétrique ou bien un endomorphisme symétrique, tel que phi de xy, c'est égal à f de x scalaire y égal à x scalaire f de y, d'après l'isomorphisme qu'on a déjà discuté avant. Donc, si on a B une base orthonormale de E, alors la matrice associée à l'endomorphisme f dans la base B, elle est égale à la matrice de phi dans la base B, comme on l'a discuté tout à l'heure. Donc, puisque f est dans S de E, c'est un endomorphisme symétrique, donc il existe forcément une base orthonormale formée de vecteurs propres, d'après le théorème fondamental, donc formée de vecteurs propres de f. Et donc, pour tout ij allant de A à n, avec i différent de j, si on prend phi de ei, ej, les éléments de cette base, c'est bien égal à f de ei, ej. Donc, c'est égal à lambda i, ei, parce que ce sont des vecteurs propres, ej. Et donc, lambda i va aller dehors, et donc, fois ei, ej, qui est égal à 0 pour tout i différent de j. Donc, le lambda i fois 0 sera égal à 0. Du coup, le produit scalaire, ou bien phi de ei, ej est égal à 0. Alors, cette base orthonormale qu'on a trouvée dans le théorème d'avant, elle est orthogonale pour cette forme bilinéaire symétrique. Essayons de regarder ceci avec une perspective des formes quadratiques. Donc, on prend E un espace vectoriel euclidien, avec Q une forme quadratique sur E, avec phi sa forme polaire associée. Et donc, soit A la matrice de phi, qui est également la matrice de Q dans la base B. Alors, quel que soit x appartient à E, grand X étant la matrice de petit x dans la base B, donc Q de x s'écrit alors T de x à x avec A symétrique. Donc tout ça, on le sait d'après les définitions des formes quadratiques, etc. Donc, puisque A est une matrice symétrique, et dans le cas réel, alors A est diagonalisable dans le groupe orthogonal. Donc on peut trouver une matrice diagonale D, formée des valeurs propres, avec P orthogonale, tel que A égale P D P moins 1. Et donc, puisque P est orthogonal, donc on a T de P, P égale IN. Et c'est ça le plus important, ou bien la différence ici. C'est ça qui fait la différence. Donc, si grand X égale passage fois X', c'est le vecteur X donné dans la nouvelle base. Alors, Q de X s'écrit comme transposé de X fois P D T de P fois X. Et donc, c'est égal à la transposée de X' fois transposée de P. Donc, ça, c'est le X, ou bien c'est la transposée de X, fois P D T P fois Px'. Ça, c'est la transposée, ou bien c'est grand X. Voilà. Et donc, le T de P avec le P ici, ça donne identité. Et pareil ici, ce qui va faire T de X' D X'. Donc, c'est bien égal à somme I allant de A à N de lambda I xi' carré. Donc, on dit que Q de X, une forme quadratique, elle va s'écrire comme étant la somme des carrés. Donc, c'est la décomposition de Gauss un peu. Mais, plus important,
c'est que devant ces carrés-là, il y a le lambda i, il y a les valeurs propres. Donc c'est la somme des lambda i x i prime carré, donc c'est la somme des carrés des éléments de cette nouvelle base, multipliés chacun par la valeur propre associée à ce vecteur propre. Faisons un exemple. Donc on va essayer de réduire cette forme quadratique. D'accord? Donc on prend Q de x, y, z égale T de x à x, avec A étant cette matrice évidemment symétrique. Donc les valeurs propres sont 2, 5 et moins 5 si on les fait avec la manière traditionnelle. Donc trouvons les vecteurs propres associés à ces valeurs propres et évidemment on va les orthonormaliser, on va les diviser par le norme pour avoir une base orthonormale. Et donc la matrice de passage qu'on va obtenir, c'est une matrice orthogonale, donc elle est dans O3 de R, et donc on va pouvoir écrire x égale p x' avec x égale x, y, z dans l'ancienne base et x' égale x', y', z' dans la nouvelle base. Donc si on fait tout ce calcul, on va avoir à la fin q de x, y, z va s'écrire comme étant 2x' carré plus 5y' carré plus moins 5z' carré, parce que 2, 5, moins 5 sont les valeurs propres. Et x', y', z' sont donnés par cette relation. Voilà un autre exemple. Déterminer la nature de la courbe plane d'équation 2x2 plus 2xy plus 2y2 moins 9 égale à 0. Donc déjà, prenons cette partie-là comme étant une forme quadratique. Donc on prend q de xy comme étant 2x2 plus 2xy plus 2y2. C'est une forme quadratique. On écrit dans la base canonique sa matrice associée et on trouve les valeurs propres qui sont 1, 3. Ensuite, on trouve les valeurs propres, les vecteurs propres, pardon. Et on retrouve la matrice de passage. Voilà. Donc, puisque x est égal à px', donc elle est égale à racine de 2 sur 2 x' plus y' moins x'. Et donc, on est sûr qu'on va avoir q de grand x égale x' carré plus 3y' carré, d'après la donnée des valeurs propres 1 et 3. Et x' et y' sont donnés par ceci. Donc si on écrit ici égale xy, on va écrire x' en fonction de xy et y' en fonction de xy. Et donc finalement, puisque on sait que q de xy elle est égale, q de xy moins 9 ici égale à 0, donc si on représente ceci dans la nouvelle base, on va avoir la forme réduite qui est x' carré plus 3y' carré moins 9 égale à 0, ce qui fait ceci, et donc c'est l'équation d'une ellipse d'axe focal, l'axe des x, mais dans sa nouvelle base. Mais quelle est sa nouvelle base? C'est la nouvelle base obtenue par une rotation d'angle moins pi sur 4. Pourquoi? Parce que la nouvelle base, elle est suivant 1, moins 1 et 1, 1. Donc, on a fait une rotation du repère d'angle moins pi sur 4.